Donc nous avons été gentiment invités par NICE pour vous faire une restitution d'une étude que nous avons menée aux côtés de la FRC tout au long du premier semestre 2023 pour poser un panorama des solutions marché de relations clients. Quand on parle de relations clients, quand on parle d'expérience client, vous l'aurez deviné, le point de départ, c'est le client. Et je pense que vous êtes tous très bien placés pour savoir que le client est quand même compliqué à cerner depuis quelque temps. Donc certes, on l'a bien vu, les clients sont toujours en attente d'une expérience qui réponde à leurs besoins au quotidien, qui va leur faciliter la vie, d'une expérience qui soit omnicanale, qui soit personnalisée, qui soit fluide. Ils veulent aussi être entendus dans leurs besoins, ils veulent avoir des réponses qui leur soient pertinentes et qui n'aient pas l'impression que ce soit des réponses qui soient standardisées. Donc ça, c'est un constat qui perdure quand même depuis quelques années, sauf que depuis la crise Covid, on est rentré dans une époque où les individus sont vraiment beaucoup plus conscients de l'importance de leur propre bien-être, de leur développement personnel et de leur épanouissement. Et c'est là que le paradoxe humain se manifeste avec des individus qui veulent des expériences qui soient exceptionnelles tout en préservant leur propre bien-être. Ils souhaitent être servis, satisfaits par les entreprises, mais sans compromettre leur épanouissement. Et en fait, selon une dernière étude que nous avons menée avec Accenture Research, on voit que 62% des consommateurs français, je sais qu'on aime bien les statistiques et Eric l'a confirmé juste avant, admettent faire des choix qui soient incohérents, qui soient paradoxaux dans leur comportement, mais néanmoins, on reste des humains et ça reste parfaitement acceptable. Et c'est là où, en fait, ces comportements paradoxaux qui vont accentuer le décalage entre les attentes des clients et les actions possibles des entreprises. Donc, 61% des consommateurs français souhaitent que les marques répondent plus rapidement à l'évolution de leurs besoins, tandis que, en parallèle, en réponse, 88% des dirigeants d'entreprises pensent que les attentes de leurs clients évoluent beaucoup plus vite qu'ils ne peuvent le faire. Ce qui est important pour les clients dans leurs attentes et ce dans quoi les entreprises semblent investir, on voit que les signes de rupture sont assez flagrants et on a mis là quelques exemples pour le secteur de la banque et du voyage où le client va rechercher de la confiance, de la praticité, du fun, surtout quand on parle de voyage. Et à l'inverse, les entreprises, quand on regarde la confiance, ça reste le dernier levier sur lequel ils vont investir. Ce constat sur les attentes des clients nous a permis de poser un cadre et d'établir que la transformation des modèles relationnels doit reposer sur 3 piliers. Alors, je suis désolée, je vais vous demander un tout petit peu d'attention parce que je ne vais pas le faire dans l'ordre qui se présente à l'écran. Mais en fait, le premier pilier qui nous semble vraiment hyper important, c'est la mentalité. Et j'entends par là le changement de regard que les entreprises doivent apporter sur l'importance, le rôle de l'expérience client et le rôle des services clients. C'est vrai que, on sent que ce changement de regard est en train de s'opérer, mais néanmoins, il y a encore quelques années, le service client, c'était un centre de coût qui faisait du standard, du SAV, et qui n'apportait pas forcément énormément de qualité et de valeur ajoutée. Aujourd'hui, en fait, si on essaye de se projeter sur une expérience client qui soit beaucoup plus satisfaisante et côté client et côté entreprise, les enjeux relationnels avec le client doivent être l'affaire de l'ensemble, non plus que des directions d'expérience client, mais de toutes les strates de l'entreprise et qui permet en fait de remettre la stratégie client au cœur de la stratégie de l'entreprise et pour considérer la relation client comme un vecteur de valeur qui stimulera la croissance. Mon deuxième pilier, c'est l'humain. Et ça a été très bien introduit juste avant. L'accompagnement humain, malgré tout, alors on sait qu'on est dans un univers où on veut beaucoup de digitalisation, on veut de la rapidité, etc. Mais l'humain reste quand même le contact le plus privilégié pour 62% des Français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un vecteur de réassurance et aussi c'est un vecteur d'immédiateté. Tout l'enjeu, en fait, avec ce contact humain, c'est qu'il apporte la pertinence que le client va attendre. Donc c'est pourquoi en fait, il est crucial de repenser le rôle du conseiller, surtout de le revaloriser pour le mettre dans une posture d'expert, métier qui va lui permettre de traiter des cas complexes ou générateurs de valeur ajoutée, mais également dans une posture d'expert de la relation client qui apportera l'écoute et l'empathie qu'attendent les clients.
ces compétences plus intrinsèques, des compétences métiers, en fait, elles vont besoin s'appuyer sur un outillage en service client qui permettra de réduire l'effort du conseiller pour accéder aux bonnes informations du client et ainsi gagner en Graal en efficacité opérationnelle et commerciale, mais également en satisfaction client. Ce qui me permet d'en venir à mon dernier pilier, qui est l'IA et la technologie, qui a largement été couvert depuis ce matin. Et en fait, ces nouvelles technologies vont être de véritables accélérateurs, et j'y viendrai dans le détail juste après, de véritables accélérateurs de la transformation et de l'optimisation de la relation client, car ils vont permettre de répondre aux attentes des clients de digitalisation, de personnalisation et d'immédiateté, mais également de supporter les conseillers dans leur quotidien avec des assistants et des aides contextualisées qui les rendront plus pertinents. Donc si on rentre un petit peu dans le détail de ces accélérateurs technologiques et comment faire au mieux pour les exploiter, eh ben, on voit que ces nouvelles technologies permettent de créer des relations clients qui vont apporter du sens aux clients. Et notamment, on entend beaucoup parler des technologies autour du Voice of Customer qui vont permettre de créer des boucles d'amélioration continue reposant directement sur la voix du client, son ressenti et les feedbacks qu'ils pourront faire autour des produits, des services, de l'expérience client, etc. Et également, quand on regarde sur la partie plus expérience shopping, donc d'apporter cet effet waouh tant recherché à travers des expériences qui permettent entre autres de visualiser le produit réel. Les nouvelles technologies permettent également de gagner en expérience client qui soit plus fluide, qui soit plus omnicanal, avec les assistants conversationnels, donc les fameux chatbots et voicebots, qui vont permettre d'offrir aux clients un service continu qui soit de qualité, ou également de proposer des moteurs de routage intelligents qui vont permettre, sur la base d'un contexte client qui est tout le temps mis à jour en temps réel, qui vont permettre de mettre en place des stratégies de routage intelligentes et qui permettent de distribuer les interactions vers le meilleur contact, le meilleur moyen pour traiter la demande. Le dernier, et on en a un peu parlé, c'est d'accompagner le conseiller et de capitaliser sur tout cet outillage pour que le conseiller soit plus assisté, donc on parle de conseiller augmenté, plus assisté et soit plus proactive avec de l'automatisation, des aides contextualisées, du temps réel, du speech analytics ou du sentiment analysis qui lui permet en temps réel d'adopter sa posture et son discours vis-à-vis du client. Donc on en vient au vif du sujet, qui était cette étude sur le panorama des solutions marché de relations clients. Pourquoi cette étude? Pourquoi on a travaillé assez assidûment pendant 6 mois avec Éric Dadian et puis un petit groupe de membres de la FRC. On voit que le nombre de solutions, que le nombre d'éditeurs croît de manière exponentielle. C'est un marché extrêmement foisonnant, avec des éditeurs qui proposent des fonctionnalités de plus en plus développées, de plus en plus riches. Et ça devient quand même assez difficile de s'y retrouver sur le qui fait quoi. Et dans le qui fait quoi, c'est effectivement... Je ne dis pas ça pour nice, en disant, nous, notre solution, elle est extraordinaire, elle fait tout. Et en fait, quand on rentre un petit peu plus dans le détail, elle ne fait pas tout à fait tout à tout. Et donc, on voit, en fait, dans cet écosystème qui est extrêmement mouvant, quand on en a discuté avec Éric Dadian et la FRC, en fait, il nous a semblé vraiment important d'apporter cet éclairage pour bien comprendre un petit peu quel était le positionnement des éditeurs et qu'est-ce qu'ils couvraient ou pas. Et donc, en fait, le but recherché à travers cette étude, c'était donc d'avoir une vision à plat, et attention qu'on ne se méprenne pas, ce n'était pas du tout un classement. On n'a pas cherché à comparer les solutions les unes aux autres. C'était vraiment une vision à plat et de façon très factuelle de dire, ça c'est couvert, ça c'est pas couvert, ça on a des connecteurs, mais on y viendra juste après. Éric Dadian nous avait posé aussi un petit challenge, puisque à la FRC, il fallait répondre à des enjeux made in France. Initialement, c'était d'analyser des solutions françaises. On s'est dit, là, c'est quand même un petit peu de réducteur, mais néanmoins, on s'est intéressé aux solutions qui étaient présentes sur le marché français. Et le dernier, c'était d'apporter un éclairage prospectif sur comment allaient évoluer les éditeurs et sur quelles nouvelles capacités on pourrait s'appuyer sur les prochaines années.
La première question sur laquelle on a planché avant de se lancer dans les interviews éditeurs, c'était de poser le cadre de référence quand on parle de solutions de relations clients. Et l'expérience, en fait, l'exercice peut sembler un petit peu anodin quand on voit le résultat sur une planche. Ça peut sembler basique, mais je peux vous assurer, et Antoine est témoin, que ça a valu quand même pas mal de débats d'experts passionnés autour de ça, en se disant, si on décompose la chaîne de valeur de la relation client, qu'est-ce que ça embarque? Donc on en est arrivé à la conclusion qu'on pouvait décomposer cette chaîne de valeur de la relation client en 11 grandes briques de fonctionnalités, plus ou moins incontournables selon le modèle relationnel que vous allez rechercher. Alors, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais sachez que si vous êtes membre de la FRC, vous pouvez télécharger l'étude qui doit être toujours accessible, et accéder en fait à l'ensemble du livre blanc avec toutes les fiches éditeurs détaillées, puisqu'on en a détaillé à peu près une trentaine. On n'a pas couvert l'ensemble du marché des éditeurs, c'était impossible, un petit travail de fourmi, mais on en a couvert quand même une trentaine, dont la solution NICE, bien évidemment. Et en fait, je laisserai les experts NICE en parler beaucoup mieux que moi, mais si on prend un petit instant sur les fonctionnalités qui sont couvertes, on se rend compte que la solution couvre en natif, et on verra après, Antoine nous expliquera pourquoi, que les fonctionnalités natives proposées par les éditeurs, c'est vraiment le socle sur lequel il faut s'appuyer. Donc on voit que dans les fonctionnalités natives, ils couvrent à peu près l'ensemble des fonctionnalités qui sont attendues des plateformes de contact center as a service, et que grâce à des connecteurs qui sont déjà développés et donc proposés également en natif, ils permettent de couvrir quasiment l'intégralité de cette chaîne de valeur, à l'exception de petites briques autour de la fidélisation. J'en profite pour faire un rapide petit rappel qu'il n'y ait pas de quiproquo. Je ne vais pas y arriver. Si. On voit dans cette grande cartographie qu'il y a une brique autour de la sécurité et de la confidentialité. On s'est dit que c'est un sujet aussi qui est extrêmement vaste, et qu'il faudrait encore 6 mois pour bien détailler ce qu'on met derrière et comment se positionnent les éditeurs. Donc ce sera peut-être la version 2 de l'étude qui nous permettra de revenir l'année prochaine. Mais toujours est-il que là, dans le cadre de l'étude, on l'a volontairement mis hors scope. Ça apparaît dans ce cadre d'analyse parce que ça nous semble vraiment incontournable, mais néanmoins, quand on a interviewé les éditeurs, on ne s'est pas attardé dessus. Je te laisse la parole, Antoine. Merci Virginie. Hop. Bonjour à tous, merci encore Virginie, merci à NICE de nous avoir invités à cette réunion. Et donc, vous l'avez compris, d'après ce que Virginie a dit de notre étude, de ses objectifs, c'est une première étape qui est déjà complexe, le choix de la solution. C'est complexe et vous le savez, c'est aussi une étape qui est assez engageante. Donc on a voulu aller un peu au-delà du cadre de notre étude qui était, comme l'a bien dit Virginie, donner cette boussole, cet éclairage dans le choix de la solution qui est assez complexe, dans un écosystème technologique qui est assez complexe. En plus de ça, on sait que quand ce premier challenge a été passé, ce n'est finalement, oserais-je dire, que le début du projet. Et après, il y a tout un tas de difficultés, de défis à relever, pour lesquels il faut aussi être bien accompagné, bien conseillé. Et c'est pour ça qu'on s'est un peu extrait du cadre de l'étude, qui, comme je le disais là, était concentré sur la compréhension de l'écosystème technologique dans lequel on s'inscrit, la compréhension de ces solutions, de toutes leurs spécificités, qu'elles soient techniques, fonctionnelles ou métiers, et un petit peu se projeter dans ce qu'on appelle l'intégration, donc le déploiement de ces solutions-là, qu'on connaît bien de notre métier de consultant, et écrire 10 règles d'or qui vont, comme je le disais, au-delà du choix des solutions, mais de la stratégie de relation client qu'il y a à poser en amont jusqu'au run qui est en aval de tous ces grands projets de transformation IT. Ces 10 règles d'or, soyons clairs, qui ne sont pas des concepts ultra innovants, mais plutôt une checklist de règles simples, peut-être les plus simples mais les plus essentielles qu'il faut respecter si on veut garantir la réussite d'un tel projet. Et qu'on a jugé bon de rappeler également. Oui. Et juste pour rappel, ces 10 règles d'or, elles ont été listées, décrites
débattu avec des experts de la relation client, donc des membres de la FRC, des membres de l'équipe Accenture qui ont participé à l'étude, mais aussi les éditeurs qui ont un savoir, une expertise sur ces sujets-là, bien entendu. Le premier thème dans ces règles d'or, excusez-moi, c'est la stratégie de relation client, le cadrage, la stratégie qu'il faut poser. Le premier point, c'est qu'il faut être très clair sur ses ambitions et ses objectifs. Avec ce qu'on va apporter, avec ce que la technologie et le projet va apporter, qu'est-ce qu'on veut servir? Quelle qualité de service on veut atteindre? Quelle expérience client on veut créer? Et à quel coût? Voilà. À quel coût et pour quelle valeur? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? De la satisfaction client, de la valeur économique pour l'entreprise, de l'engagement pour l'employé, sûrement les trois. À quelle mesure? Et c'est important que ce soit fait de manière collégiale. Virginie le rappelait, aujourd'hui, la relation client, c'est un thème qui touche toutes les strates de l'entreprise, à tous les niveaux, tous les départements. Et il faut que, du coup, ces questions-là soient débattues avec tous. Elles soient écrites, les réponses à ces questions qu'on se pose sur la stratégie, elles soient écrites, elles soient tracées. Parce que c'est ce qui va driver ensuite, lors du projet, et même après, lors du run, les investissements, les efforts et où les concentrer. Et ça va même être le socle de toutes les décisions futures. Donc très important d'être clair sur cette stratégie, sur les objectifs. Et quand on parle d'objectifs, on peut parler d'objectifs projet, d'objectifs au sens de la relation client. Je parlais de qualité de service, d'expérience client. On peut parler d'efficacité interne et tout ce qui est très lié au centre de contact et aux opérations qu'il y a derrière le service client. Mais on peut aussi parler d'objectifs plus globaux. Et ceux auxquels on va contribuer en tant que service client. Et ces objectifs globaux-là doivent être partagés. Ça m'amène au deuxième point qui est celui de la gouvernance et de la distribution des responsabilités. Parce que c'est lors de cette étape-là qu'on va devoir et pouvoir mobiliser les plus grosses et les plus hautes instances de décision qui vont devoir être sponsors et alignés avec cette stratégie qu'on aura posée, puisque c'est aussi eux qui auront un droit de regard sur le ROI du projet. Donc il faut que, plus que ces gens décisionnaires nous aident à s'engager, qui s'engagent avec l'équipe projet, et voire même qui nous aident à communiquer les responsabilités, qu'elles soient centralisées ou distribuées, et qu'on aura définies lors de cette phase aussi amont du projet. Et bien sûr, il ne faut jamais l'oublier. Je parlais de stratégie, de gouvernance, de définition des responsabilités. Sur toute cette phase amont d'un projet de transformation IT, il ne faut jamais oublier un des éléments clés, l'utilisateur. Parce que si on ne va pas jusqu'en bout de chaîne parler du client, en bout de chaîne, finalement, qui est là? C'est l'utilisateur clé. Et c'est celui, il faut se le rappeler, dès le début du projet, qui va avoir le plus gros impact sur le ROI, puisque je le mentionnais, une fois que le run sera lancé. Dit comme ça, c'est très théorique, mais quand on parle de stratégie, on sait qu'il y a des réunions, il y a des débats, des alignements. Il faut que l'utilisateur clé soit là, ou au moins soit représenté. De même jusqu'à l'engagement des premières étapes du projet. Donc ça, c'était la stratégie. Ensuite, il y a ces questions de technologie et d'innovation. Le premier point, c'est naturel pour tout le monde, mais il faut le rappeler, il faut bien savoir étudier, réétudier, définir, redéfinir son besoin métier, et au regard de ça, la couverture fonctionnelle qu'on va aller chercher avec les solutions qu'on est amené à choisir. Il faut savoir prendre un peu de recul. Là, on parle de réétudier en détail, certes, mais il faut savoir faire fi de ce détail-là et prendre un peu de recul sur ce besoin métier-là, pour d'abord s'assurer qu'on est exhaustif d'un point de vue macro, qu'on couvre le besoin de manière macro. Mais, et c'est bien pour ça que c'est dans le titre, très vite, il faut savoir aller dans le détail. Il faut porter, et avoir de quoi porter cette expertise métier, bien en amont du projet, bien en amont, parce que souvent on nous dit on va dans le détail lorsque le projet commence, lorsqu'on va éditer le cahier des charges. Non, c'est bien avant le cahier des charges qu'on va devoir rentrer dans ce détail-là pour justement ne pas avoir un cahier des charges biaisé, qu'on ne va pas remettre en question plusieurs fois avec notre éditeur, avec notre intégrateur. Ensuite, une fois qu'on est clair sur le besoin métier,
il faut partir de fondations IT solides. Encore une fois, deuxième point qui peut paraître évident pour tout le monde, et évident quand on fait des analogies. Hein. On n'installe pas un volant de F1 sur une voiture qui n'a pas de châssis. Hein. Ça paraît évident quand on fait des analogies, beaucoup moins quand on est contraint par un timing, des enjeux forts, une pression managériale, etc. On a tous connu cette solution-là, savoir faire fi de quelques éléments essentiels parce qu'il faut aller droit au but. Et ben, dans ce genre de cas-là, ce n'est pas conseillé. Il faut savoir partir de ce socle IT solide, se poser les questions de qu'est-ce que ça va engager cette nouvelle solution sur mon IT legacy, qu'est-ce que ça va engendrer comme coût complémentaire, supplémentaire, pendant le projet, après le projet, mais même avant le projet. Il faut se rappeler que l'étude du legacy est souvent pas faite au même rythme que l'étude qui est faite sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles solutions qu'on va décider d'implémenter. Il faut bien avoir ça en tête pour le point suivant, qui est en toute sérénité pouvoir embarquer les innovations technologiques les plus récentes. Parce que, Virginie l'a rappelé, on est dans un contexte un peu particulier où les interactions avec le client se complexifient. Et pour rester pertinent dans un contexte qui se complexifie, c'est ces innovations technologiques-là récentes, on a cité l'IA, il y en a d'autres, qui vont nous aider. Au-delà de rester pertinent, c'est aussi ces innovations technologiques-là qui vont nous permettre de créer une expérience différenciante, sans ajouter trop de complexité. Dernier point, et je vais devoir aussi rebondir sur ce que disait Virginie, il faut capitaliser sur les fonctions natives des solutions. C'est bien de savoir faire de la personnalisation, on a aujourd'hui les technologies, on a les compétences, les équipes qui nous permettent de le faire, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. Mais derrière ce principe-là, il y a un principe qui peut paraître évident, mais qui est aussi très fort, c'est celui du fait que le standard qu'il y a dans la solution, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'agrégation de connaissances et d'expertise qui viennent de l'éditeur, de ses expériences, de ses liens avec les partenaires, comme les intégrateurs, qu'on est souvent fiers d'être. Et dans ce standard-là, comme je le disais, qui est une agrégation d'expertise et de connaissances, finalement, on peut trouver dans ce standard la bonne pratique. On est toujours très concentré sur ce qu'on sait faire très bien, et on a envie de le répliquer, parce qu'on a cette spécificité-là, et puis on a tellement plongé dedans longtemps que pourquoi s'écarter de cette spécificité-là, de cette précision qu'on avait ? C'est juste pour pouvoir, quelquefois, partir de quelque chose d'un peu plus fiable, plus simple mais plus fiable, quitte à embarquer cette complexité un peu plus tard, avec des fondations IT qui sont solides, avec des technologies qui sont innovantes et qui nous permettent d'embarquer la complexité de manière un peu plus facile. Mais il ne faut pas oublier que ce standard-là, comme je le disais, peut apporter la bonne pratique. Dernier thème de ces règles d'or, le déploiement. Alors là, on rentre dans le dur, le déploiement de la solution. Le premier point très important, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, ni Virginie, choisir un intégrateur de confiance et à jour sur la solution. L'intégrateur, vous le savez, il a un rôle de conseiller dans l'aventure d'un projet de transformation IT. Il a un rôle de conseiller dans tous les sens du terme. Il doit être aussi expert de la solution, de ses fonctionnalités, de ce que ça engage, que des aspects fonctionnels et métiers qui sont concernés. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir tester très vite, très tôt. Aujourd'hui, on a les capacités de le faire. On peut, surtout dans des projets engageants, avoir besoin d'un petit investissement supplémentaire pour être sûr de ne pas le payer beaucoup plus cher plus tard. Ça arrive tout seul. Hop. Donc il faut savoir prendre ce recul-là et tester très vite, mettre en valeur les limites, les contraintes auxquelles on va être confronté, mais aussi les avantages de certaines solutions. C'est cette époque-là aussi avec les intégrateurs, avec les éditeurs, qui permettent de capitaliser sur leur savoir, sur leurs expériences, sur leurs expertises, et voilà,
ne pas répliquer des erreurs qui ont déjà été faites par le passé ou justement savoir un petit peu anticiper et voir des opportunités. C'est le POC qui va permettre de faire ça et c'est une étape amont du projet qui peut nous faire gagner énormément de temps et, disons-le de manière pragmatique, de l'argent. Le dernier point, c'est la sécurisation du run. Justement, là, je mentionnais un principe qui est l'anticipation. Là, on est en plein dedans. Sécuriser le run, c'est anticiper. Et comment on sécurise le run? En faisant un plan long terme. Souvent, un peu biaisé par les méthodologies agiles qui nous disent il faut faire un MVP, il faut voir petit mais simple au début, mais fiable, et puis après on verra par la suite. C'est pas ça que dit la méthode agile. La méthode agile, je vais pas vous refaire une présentation, et je pense que vous connaissez tous ça aussi bien que moi. La méthode agile, elle permet, oui, en effet, de mettre en œuvre ce genre de projet de manière progressive et de manière un petit peu plus facile, en faisant fi de certaines complexités dans un premier temps et en les embarquant plus tard. Mais derrière ça, il y a le fait de pouvoir quand même faire un plan long terme en faisant fi au début des détails et de la complexité, en se concentrant sur ce qu'on appelle le MVP, certes. Mais pour anticiper ce qui va se passer par la suite, il faut, dès le début, bien qu'on soit dans ces concepts d'agile, de MVP, il faut dès le début faire ce plan long terme. Il faut dès le début savoir estimer la charge que le MVP et bien plus représente. Il faut savoir dès le début anticiper, ça c'est quelque chose qui va tous vous faire tilter normalement, les coûts de maintenance que ça peut engager. C'est souvent un des pains principaux de nos clients post-projet, post-build, lors du run, qui nous est remonté, c'est finalement on n'a pas su bien estimer la charge, l'effort, l'investissement sur le long terme que ce projet, que cette solution allait engager. Et pour ça, il faut analyser, il faut étudier, il faut apporter les inputs, que ce soit en termes de techniques, de coûts, et même d'organisation, de politique interne. Et c'est tous ces inputs, aidés par son éditeur, aidés par son intégrateur, qui vont permettre d'estimer ce genre de choses-là. Combien ça va coûter? Qu'est-ce que ça va engager comme évolution future? Quelles opportunités ça va aussi débloquer? Et pour parler de choses très très concrètes, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour, lorsque mon intégrateur sera parti, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour apporter cette continuité dans les efforts qui ont déjà été menés? Je parlais de coûts, d'investissements, de projets engageants. Dans ce cadre-là, il est assez naturel de penser qu'il faut une continuité. Il faut une continuité, il ne faut pas perdre le momentum, la dynamique qu'il y a. Il ne faut pas perdre la connaissance qui a été développée ou qui a été partagée lors de ce genre de projet-là. Et ça se fait par l'anticipation. Donc vous l'avez compris, maintenant qu'on a vu ces 10 règles d'or, je pense que vous me croyez quand je vous dis que ce n'est pas 10 concepts ultra innovants. C'est comme une petite checklist de règles simples mais essentielles qu'il faut savoir respecter. Vous savez, c'est comme les bonnes résolutions qu'on fait en début d'année. C'est pas compliqué de la faire, d'en parler avec ses amis, de la bonne résolution. C'est pas compliqué de la tenir pendant 3 jours ou une semaine. Ce qui est compliqué, c'est de la tenir dans le temps. C'est la même chose pour un projet IT. Listez-vous les projets IT que vous avez vécus, que vous avez vus de près ou de loin dans votre vie professionnelle, et listez-vous le nombre de ces règles d'or qui ont été respectées du début à la fin. Je peux vous le dire d'expérience, et pas que de la mienne, mais aussi de mes collègues Accenture qui sont dans ce monde-là depuis bien plus longtemps que moi, quand au moins 8 de ces 10 règles sont respectées, ça garantit, je vais arrêter de parler de réussite de projet, je vais le dire de manière très pragmatique, un bon ROI. Merci. Merci.